avec des entrepreneurs qui vont partager leur expérience. Donc, on en a 3 aujourd'hui. Je vais les présenter rapidement. On a Jonathan Borduas. Si tu veux peut-être faire un petit signe de la main, super. Donc, Jonathan, c'est un entrepreneur technologique dans le secteur biomédical. Il a gradué de Polytechnique en 2014 en génie physique. Et dès la fin de ses études, il a fondé Kaboma. Puis, 5 ans après, il fonde une joint venture au nom de Hoskin, qu'il a quand même monté à plus de 2 millions de revenus récurrents, ce qui est quand même intéressant. Et en 2019, il a fait un spin-off de la division logicielle de Kaboma pour fonder Shapeshift 3D. Et je vous en dis pas plus parce qu'il va vous expliquer ce que c'est. Nicolas Saint-Aubin, cofondateur de ThirdBridge, qui fait de la consultation en développement logiciel. Salut Nicolas, merci d'être là. Diplômé en génie logiciel de Polytechnique et ça a été le premier stagiaire entrepreneur, donc le tout premier. Théo Corboliou, diplômé de HEC. Salut Théo. Il est cofondateur de Give a Seat, un exemple d'entrepreneur social, et il a participé à plusieurs parcours entrepreneuriaux. Donc, je ne vais pas en dire plus. Chaque entrepreneur va présenter son parcours, ses expériences de pivot pendant 10 minutes. Après, vous aurez 5 minutes de questions. Et après 5 minutes, là, on va passer au prochain. Donc, ainsi de suite pour les 3 entrepreneurs. Et à la fin, on aura un 10-15 minutes pour discuter, poser des questions à nos 3 invités. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jonathan. Tout le monde voit? Parfait. Alors, Shapeshift 3D, on est une entreprise de développement logiciel. On développe des logiciels pour la personnalisation de wearables pour le corps humain. Le sujet de la présentation, selon moi, un sujet qui est extrêmement important dans une startup, c'est l'agilité. Puis c'est ce qui nous distingue par rapport à une grosse entreprise géante de ce monde qui sont extrêmement efficaces, extrêmement process-oriented, mais qui ont ce momentum et des fois, parfois, n'ont pas cette agilité qu'on recherche dans une startup. Donc, grosso modo, notre logiciel, on peut prendre un scan 3D, on va venir faire une détection automatique des landmarks, on va venir paramétriser le placement d'un objet pour en arriver avec un objet qui est personnalisé. Dans la très grande majorité de nos applications, on est capable de faire ça 100% automatisé. On va utiliser des AI qui vont prendre les données de la main, le scan, faire une analyse et en obtenir un produit qui est prêt à être imprimé en 3D, qui est personnalisé pour le corps humain. Quand on parle d'agilité versus une grosse entreprise, j'aime vraiment me référer au livre Lean B2B qui dit « Things that don't matter in a startup ». En fait, la liste est beaucoup plus grande que ça, mais je trouve ça assez intéressant. La technologie que vous utilisez, votre développement de la méthodologie, si vous avez des expressos, des football tables pour vos employés, les awards que vous gagnez, si vos amis aiment votre idée, c'est quoi votre projection financière. En fait, tout ça, ça sert à rien au début. Ça sert absolument à rien. La chose la plus importante que vous ne pouvez pas aller chercher, c'est le product market fit. It's all about the product market fit. Si vous avez une solution que personne ne va acheter, tout ce que vous avez fait auparavant, ça ne sert absolument à rien. Puis, les 2 livres qui prônent le plus cette vision-là de l'entreprise ou de la startup, c'est The Lean Startup de Eric Ries, puis l'équivalent qui est fait par un Montréalais, Lean B2B, excellent livre. Puis ça inspire vraiment sur justement c'est quoi le plus important dans une startup. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement qui va payer pour ce que vous avez à offrir. C'est tout ce qui importe. Donc, mon entreprise, on avait un bon product market fit avant, disons, le COVID-19. Puis là, j'ai barré le market parce que le market, du jour au lendemain, a cessé d'exister. Donc, j'ai fait un bon product fit. Puis, malheureusement, dans le monde de l'orthèse-prothèse, puisque nos clients sont principalement dans le monde de l'orthèse-prothèse ou dans le monde du sport, ça amène du moins à ce que les gens sont mobiles. Et si les gens sont pas mobiles, ben, ils n'ont pas mal aux pieds, ils n'ont pas mal au dos, ils n'ont pas mal à leurs articulations, ils n'ont peut-être pas besoin de bons running shoes qui seraient custom-made et imprimés en 3D. Et donc, nos perspectives d'avenir étaient beaucoup moins élevées. Il fallait rapidement se retourner et ce qu'on a fait. Et quand je dis un peu l'agilité versus le momentum, c'est un peu pour moi le lièvre et la tortue. Une startup, on n'est pas aussi efficace qu'un lièvre. On est une tortue. Il faut qu'on prenne le temps d'observer,
de s'ajuster. Puis au final, c'est comme ça qu'on va réussir à traverser, puis à amener une solution qui a de la vraie valeur et donc de donner de la valeur à notre entreprise et aller chercher du financement, aller chercher des clients. Une vision qui est pas idéale ou qui n'a pas été testée, validée auprès de votre marché, vous foncez dans un mur. Les grandes entreprises, ça c'est un petit dessin rapide que j'ai fait. Une startup, c'est on doit éviter des obstacles, on doit être agile, on doit on doit contourner les murs, versus une grosse entreprise qui sont capables de sauter par-dessus les murs. Ils sont tellement alignés, ils sont capables d'aller en ligne droite, mais ils ont des ressources quasi infinies, ce qui n'est pas du tout le cas d'une startup. Donc, il faut être agile. Puis, l'effet Steve Jobs de penser que votre vision, c'est la bonne, puis que vous allez apprendre au marché qu'est-ce qu'eux ont besoin d'avoir, et c'est pas vous qui allez écouter le marché, c'est très dangereux. Les grosses entreprises le font aussi, puis à force de sauter par-dessus des murs, une année, tu trouves un mur qui est plus gros que toi, puis tu deviens le Titanic. Si vous regardez les entreprises, les 10 plus grosses, les 100 plus grosses entreprises il y a 10 ans et les 100 plus grosses entreprises d'aujourd'hui, c'est définitivement pas les mêmes. Même les grandes entreprises doivent rester agiles. Puis ça reste de l'écoute du marché. Puis la seule chose que vous pouvez, mettons, vous dire, OK, je vais être inflexible sur ça, c'est votre vision à long terme. Mais le voyage pour s'y rendre, la façon de vous y rendre, le journey, il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui va vous donner d'avance à quoi ça va ressembler vos 5 ou 10 prochaines années. Donc, restez inflexible sur votre vision, mais la façon que vous allez vous y c'est par l'écoute. La façon que vous allez vous y rendre, c'est en étant flexible, puis en s'adaptant aux conditions du marché actuel. Ce journey-là aussi est chaotique. Si vous n'avez pas le bon partenaire avec vous qui croit en votre vision, qui croit en où est-ce que vous allez vous rendre, ça se peut qu'en cours de route, à un certain moment, ils partent en tangente. Ça m'est arrivé. Moi, j'avais pour espoir de développer plutôt une entreprise de software. Mon partenaire avait plutôt cette volonté de développer une entreprise de mechanical design. Pendant un certain temps, ça a bien marché. Nos visions étaient alignées, on s'entraidait. Mais au bout d'un certain moment, euh, la tangente que la compagnie a dû prendre pour survivre ou pour croître, c'est devenu sa finalité à lui. Alors que ce n'est pas la vision du début. Puis on a eu un conflit de vision, puis ça l'a mené au spin-off qui a été fait en 2019. Donc, juste si vous ne voulez pas vous arriver avec des soubresauts, des conflits, des imprévus, très, très important que upfront, vous soyez sûr qu'avec vos partenaires, vous avez la même vision de où est-ce que vous allez vous rendre à la fin. Donc, you need to listen. Je pense que c'est pas mal le plus important. You need to listen to who? Les bonnes personnes dans les bonnes industries. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vont être autour de vous, qui vont vous donner des conseils. Il ne faut pas toujours non plus écouter tout le monde. C'est comme votre père, votre mère, votre oncle, qui s'il est un real estate broker, c'est un restaurant owner, il ne vient pas d'une startup technologique. Il ne sait pas c'est quoi la startup technologique, il ne sait pas c'est quoi une startup d'ingénierie. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Donc, allez vous chercher de l'aide, mais dans la catégorie de personnes que vous avez vraiment besoin. Puis, selon moi, un des organismes les plus pertinents à Montréal qui peut vous aider avec votre entreprise, c'est Fondation Montréal Inc. Pas pour les bourses qu'ils peuvent vous donner, mais pour leur système de coaching puis de mentorat. Ils peuvent vous pairer avec des mentorats selon vos besoins. Ça m'a été extrêmement utile à plusieurs moments critiques de ma carrière d'entrepreneur. Donc, je vous suggère fortement cet organisme-là. Donc, écouter le marché, c'est regarder les médias, c'est regarder Internet, c'est voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis nous, quand on a vu les images des infirmières en Chine ou en Italie qui avaient des marques sur le visage, on dirait des blessures de guerre, on s'est dit qu'avec notre technologie, il y aurait sûrement un bon product market fit à ce niveau-là, puis qu'on pourrait sûrement faire un masque qui serait enfin confortable pour ces gens-là qui sont sur le front line en ce moment du COVID. Déjà qu'ils travaillent comme 12 heures, même des fois 14 heures par jour, pardon. Et qu'en plus, ils doivent porter des masques qui les blessent. On voulait vraiment aider ça. Il y a un problème. Ce qu'on est capable de faire, nous, à la base, on veut vendre du logiciel, mais si on doit faire le hardware pour aller plus vite, puis pour vendre le hardware, c'est ça être agile, c'est ça répondre au marché. C'est ce qu'on a décidé de faire.
Donc, on a créé notre concept de masque. Ça a pris, je pense, 2 semaines. On est allé chercher les experts on a demandé de l'aide. On est allé chercher des experts mondiaux du domaine du masque. On est allé en philosophie ouverte. On montre tous nos dessins à tout le monde. On dit tous les matériels, même les fournisseurs qu'on est allé chercher jusqu'à maintenant. Puis on va chercher le feedback de plein d'organismes qu'on pourrait dire même compétiteurs à nous. Mais on apprend au fur et à mesure. Puis en ce moment, on pense qu'on a le meilleur masque au monde. Mais ça, c'est pas nous qui pensons. En fait, c'est des experts qui nous disent « OK, guys, vous êtes vraiment dans une bonne voie. Vous avez un très, très bon masque. Continuez, mais faites un petit tweak là, faites un petit tweak là, puis vous allez avoir de quoi de génial. » Donc, être ouvert, dire son plan de manière ouverte, chercher des formes de partenariat avec d'autres entreprises, ça peut être extrêmement payant aussi. Puis, pour finir, quand on vend un produit, le product market fit, tu sais, au final, quand tu vends surtout au B2B, c'est quoi que un acheteur veut? Oui, il veut que tu pollues moins. Oui, il veut que ça soit plus confortable. Mais si tu peux donner un ROI qu'au final, au bout d'un an, ça coûte moins cher, c'est vraiment gagnant. Le coût, même avec les meilleures solutions mondiales au monde, le coût reste 80% de la décision des acheteurs d'aujourd'hui. Money is king, malheureusement. Donc, si vous voulez vendre un ROI qui est simple, ben, prouvez que votre solution va juste coûter moins cher par rapport à la compétition. Puis ensuite, les avantages seconds, que c'est plus écologique, il faut en parler, c'est super bien, c'est super bon, mais c'est pas ça qui va faire, malheureusement, vendre votre produit. C'est le ROI. Donc, Product Market Fit, c'est le ROI pour votre client. C'est super important que ce soit clair, net et précis pour lui. Puis, c'est ce qui va vous aider à avoir des appels, à avoir des meetings, puis à vendre. Alors, il y a Khalil qui a une question. Vous avez parlé que vous avez fait comme un stop, un arrêt sur votre ancien marché. Vous êtes tourné vers le marché des masques. Est-ce que c'est un stop définitif ou c'est un stop temporel juste pour s'adapter à la situation qu'on vit présentement? Parce que, disons, dans 6 mois, la situation redevient normale. Est-ce que vous comptez retourner à votre marché initial et à votre produit initial ou vous voulez continuer dans ce nouveau marché-là? En fait, c'est ça. C'est important d'avoir la vision. La vision de l'entreprise, c'est très important. Puis nous, effectivement, on le voit comme une solution temporaire. Mais est-ce que le problème est permanent? En fait, on pense que ce marché-là, le marché des Personal Protection Equipment 2.0, va survivre au moins pour les 5 prochaines années. Puis on est en train de se trouver des partenaires de commercialisation. Donc, ultimement, ce qu'on fait, c'est un pivot durable, mais dans lequel on peut quand même aller continuer notre vision. On aurait pu prendre 100% de responsabilité, 100% du projet, faire le manufacturing en interne, 100% commettre entreprise sur ça, mais on est une entreprise de logiciel, c'est notre essence, c'est notre valeur. On n'est pas FDA approved classe 2, on n'a pas des équipements, des salles stériles. On a des partenaires, on est en train de faire des partenaires avec des partenaires qui ont tout ça. C'est ça, je pense que c'est l'agilité, c'est autant de prendre justement de permettre de se dévier de son chemin principal, mais quand même, on essaie de garder notre vision finale toujours en ligne de mire. C'est intéressant, ça fait le lien à ce qu'on avait vu lors du BMC, l'introduction du BMC. Quand l'équilibre partenaire puis notre valeur, ce que nous on fait, notre core business, c'est intéressant de voir ça en réel. Merci beaucoup. Alors, il y avait Sarah qui avait une autre question, si je ne me trompe pas. Et comment vous approchez vos partenaires? Est-ce que vous leur montrez exactement tous les dessins? Puis même si vous n'avez pas encore développé de partenariat avec eux, comment est-ce que vous procédez? Oui, ça, c'est le réflexe, le moins bon réflexe, je pense, d'un jeune entrepreneur, c'est de cacher ces choses, là. Puis en fait, moi, je me l'étais fait dire quand j'étais jeune entrepreneur, bien plus jeune entrepreneur, j'étais encore très jeune. Mais soyez ouverts. Il n'y a personne qui va vous voler votre idée. Puis même s'il vous vole votre idée, tout se joue dans l'exécution. Donc, soyez ouverts dans ce que vous dirigez. Puis c'est sûr que nous, notre secret sauce, c'est le logiciel. Puis notre masque, ce masque-là est tellement complexe qu'on est sûr que nos compétiteurs, même s'ils avaient accès au modèle 3D, seraient prêts à le déformer puis de l'adapter pour le corps humain aussi efficacement que nous.
Fait que, oui, on protège notre secret sauce qui est notre logiciel, mais tout le reste, on essaie d'être le plus ouvert possible. Puis pour vrai, on travaille avec nos compétiteurs sur ce projet-là. On est vraiment en mode COVID-19. On essaie de mettre les masques le plus rapidement there. Si c'est ton masque, tant mieux. Si c'est mon masque, tant mieux. Puis go. OK, merci. Merci beaucoup, Jonathan. Merci aux questions qui étaient très pertinentes. Alors là, j'invite Nicolas à partager son écran. All right. Alors, je me présente. Je suis Nicolas Saint-Aubin, cofondateur de la compagnie TugBridge, qui est une compagnie qui fait du développement logiciel mobile et web sur mesure et aussi un diplômé de Polytechnique en génie logiciel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon parcours entrepreneurial et les points saillants de ça en 10 minutes. Donc, je vais commencer avec le début de TugBridge, comment on l'a fondé. En fait, j'ai cofondé TugBridge avec mon ami Pierre-Étienne, que vous voyez ici sur la photo. Je l'ai fondé en 2012 quand j'étais encore à la Polytechnique. Dans le fond, comment ça a commencé, ça, c'est que en 2011-2012, les applications mobiles, c'était relativement récent. Le App Store était tout jeune. Et puis, ben, comme bien des gens, moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce type de logiciel-là. Ça m'a tout de suite intéressé. Donc, dans mes temps libres, j'ai commencé à apprendre à développer ça en suivant des tutoriels. On a fait un projet personnel de petits jeux qu'on avait mis sur l'App Store avec Pierre-Étienne. Et puis, ben, on a remarqué à ce moment-là, en faisant des recherches, que c'était pas nécessairement une offre de service qui était très présente à Montréal dans ces années-là. Donc, on s'est dit qu'on essaierait de peut-être rentabiliser, de joindre le plaisir à la rentabilisation, puis à essayer d'offrir nos services. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a approché notre réseau de contacts, on a offert nos services de développement d'applications, puis de fil en aiguille, on est allé se développer une petite clientèle, se trouver une source de revenus comme ça. Et puis, éventuellement, est venu le moment de faire le stage obligatoire à Polytechnique. Et moi, à ce moment-là, ben, j'avais réussi à acquérir un petit momentum avec TugBridge. Puis le momentum, c'est très important en affaires. Donc, j'avais pas envie de mettre ce projet-là sur pause pendant un été. Donc, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Je suis allé voir les gens en charge des stages à Polytechnique. Puis, je leur ai offert de possiblement faire mon stage dans mon entreprise. Puis, non seulement est-ce qu'ils ont dit oui, mais ils ont aussi beaucoup apprécié l'idée. Parce que maintenant, comme vous savez tous, c'est rendu un programme à Polytechnique. Donc, moi, je suis venu vous dire aujourd'hui que vous m'en devez tous une. Hein? Grâce à moi, ça. Mais non, c'est pas vrai, c'est une blague. Donc, c'est ça. J'ai fini mon stage. Après, j'ai fini mes études. Et puis, ben, on a encore poussé plus fort vers ce projet-là. On a réussi à aller chercher des projets avec de la plus grande envergure, une plus grande clientèle. On s'est pris des bureaux au centre-ville. On a engagé des gens, beaucoup de finissants de la poly. Et puis, ben, c'est comme ça que notre startup est devenue une PME. Et dans les mots du grand poète Drake, started from the bottom, now we're here. All right. Donc, ça, c'est un peu l'évolution de TugBridge. Mais un autre aspect de mon parcours entrepreneurial, c'est le développement d'un produit, le développement et la commercialisation d'un produit. En fait, créer un produit, le commercialiser, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressé chez TugBridge. Mais on est plutôt conservateur en affaires, puis on ne voulait pas nécessairement bousculer les choses. Donc, on a vraiment attendu qu'il y ait une opportunité, qu'on voit une opportunité, puis qu'on la saisisse comme il faut. C'est un peu ça qui est arrivé, mais je vais vous mettre un peu en contexte de comment on a eu l'idée pour le produit. Donc, dans le fond, chez TugBridge, on a toujours partagé nos locaux avec d'autres équipes, d'autres entreprises. C'est une formule qu'on aime beaucoup. Premièrement, ça permet d'avoir un plus grand local, des plus beaux bureaux à moindre coût. Puis aussi, un autre aspect qui est quand même assez intéressant, c'est que ça permet de faire un réseautage quotidien, si on veut, là, tous les jours. Tu croises des gens de notre entreprise, il y a un roulement, donc ça te permet de rencontrer des gens et de créer des liens un peu plus profonds qu'une soirée réseautage. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Oriane, notre animatrice. Donc, vous voyez que c'est extrêmement pertinent. Mais il n'y a pas juste des bons côtés à ça, il y a aussi certains mauvais côtés qui peuvent causer des frictions. Vous voyez, ça c'est une vidéo de moi en 2017, j'étais fâché. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Puis on a des meilleurs auditeurs chez TugBridge. Mais non, il y avait bien des petites frictions. Un de ceux qu'on avait identifié, c'est à la réception. Dans le fond, quand il y a plusieurs entreprises dans le même bureau, ça peut devenir confus un peu quand il y a un invité qui arrive, qu'est-ce qu'il va voir, qui l'accueille. Puis l'autre point de friction qu'on avait identifié, c'est les salles de conférence. Dans le fond,
déjà, quand il y a une seule équipe d'un bureau, les salles de conférence, ça devient vite un peu le bordel. Mais quand il y en a plusieurs, ça peut devenir chaotique. C'est pas rare la situation où tu as réservé une salle, tu arrives, il y a déjà quelqu'un dedans, là, il y a un petit conflit à ce niveau-là. Ou l'inverse aussi, tu es dans une salle, tu es un peu snowball, tu ne l'avais pas réservé, puis il y a quelqu'un qui vient te dire qu'il faudrait que tu t'en ailles. Donc, c'est des situations qu'on voulait éviter. Puis, on a développé une solution, carrément, parce que c'est ça qu'on fait. Chez TugBridge, on développe des logiciels. Fait qu'on a développé un logiciel pour essayer d'adresser ces problèmes-là. Dans le fond, ce logiciel-là se traduit en plusieurs plateformes, dont la principale qui est une borne d'accueil. Donc, c'est un iPad qui permet d'accueillir les invités. Et dans le fond, c'est très simple. Là, si les invités arrivent, ils s'identifient. Puis la personne qui vient de visiter reçoit une notification pour les inviter à accueillir la personne qui vient d'arriver. Et on a aussi une interface mobile qui se synchronise avec le calendrier des entreprises présentes, soit Outlook ou Gmail, pour un peu afficher l'état des salles de conférence en temps réel. Donc, quand est-ce qu'elle se libère, laquelle est libre en ce moment, permettre de réserver rapidement les salles. Et puis ça, on a implanté ça dans nos bureaux, puis ça a été très bien accueilli. Peut-être Corianne pourra dire le contraire, mais de ce qu'on s'est fait dire, les gens ont beaucoup aimé ça. Et puis, tellement qu'ils on a continué de développer, d'améliorer ce produit-là. On a rajouté des beacons pour savoir qui est dans quelle salle en temps réel. Puis, on a rajouté quelque chose qui est probablement notre meilleure innovation chez TugBridge, un module qui permet de savoir combien de bières qui reste dans le fût de bière. Donc, très important, ça, à savoir en tout temps. Et puis, en fait, c'est ça, vu qu'on avait beaucoup de succès, que autant nos colocs que nos clients appréciaient le produit, même il y a des clients qui nous demandaient de l'implanter chez eux. À ce moment-là, c'est un logiciel qui était très sur mesure à nos bureaux. Donc, c'est pas possible de l'amener dans un autre bureau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude de marché. On s'est assuré que c'était bel et bien un besoin. Et puis, on a décidé de carrément prendre ce qu'on avait puis de faire un sprint de développement pour le transformer en un modèle plus template, plus vanille qu'on pourrait possiblement implanter dans d'autres bureaux. Et puis, c'est là qu'on a créé la deuxième compagnie qui est Auphi, qui est sous la bannière TugBridge, si on veut. Et dans le fond, on a séparé l'équipe en deux. Donc, il y a vraiment l'équipe de développement Auphi puis l'équipe TugBridge. Et puis là, à ce moment-là, il est arrivé beaucoup de nouveaux défis reliés au fait de développer et commercialiser un produit. Le premier étant le financement. Dans le fond, une compagnie de service, puis comment nous, on le fait depuis le début, c'est beaucoup s'auto-suffire côté financement. On n'a jamais eu besoin d'investissement, on n'a jamais besoin d'aller chercher des prêts. Ça a toujours été, on a géré le cash flow en fonction des budgets qu'on avait pour les projets. Par contre, quand tu arrives dans un produit, c'est vraiment différent. Tu as besoin d'investir, d'injecter une grosse somme d'argent dès le début dans le développement puis dans la commercialisation. Puis tu ne sais pas trop quand est-ce que ça va revenir. Là. Tu peux faire des plans, etc., mais c'est rare que ça se passe aussi bien que dans les budgets, les plans qu'on se fait. Et puis, l'autre gros défi, c'est la commercialisation. Dans le cas de TugBridge, vu que c'est une compagnie de service, les contrats représentent beaucoup d'argent, donc on peut avoir moins de clients, mais juste des bons clients stables et récurrents. Dans le cas d'un SaaS, là, comme vous voyez ici, notre modèle d'affaires, c'est vraiment des mensualités. Là, on parle de des 30 à 150 $ par mois par client. Donc, c'est sûr que là, il faut avoir un volume énorme de clients. Donc là, ça devient du marketing web, puis vraiment de l'optimisation de funnel de OK, combien de gens qui voient ma pub, qui vont voir mon site, combien de gens qui vont sur mon site, qui se créent un compte, combien de gens qui se créent un compte, qui finissent par payer. C'est vraiment d'optimiser ça, qui n'était pas du tout quelque chose que je savais faire, mais on a engagé un expert, puis on a injecté beaucoup d'argent là-dedans. Puis là, je vais m'aligner sur ma conclusion. Donc là où on en est par rapport au COVID et à Auphi, on était sur le bord d'aller chercher plus de financement pour investir plus dans le développement. Là, le COVID est arrivé. Et puis, dans le fond, comme je vous ai dit, Auphi, c'est un logiciel d'optimisation d'espaces de bureau. Puis, les espaces de bureau sont plutôt vides en ce moment. Fait que c'est sûr que les ventes ont ralenti. Donc, nous, on a arrêté d'investir dans l'effort de commercialisation. On maintient le logiciel, mais c'est sûr qu'on est un peu en remise en question par rapport aux fonctionnalités, à notre approche pour la commercialisation de ce produit-là. Je pense qu'il va rester pertinent dans le futur, mais c'est sûr qu'il faut voir un peu la stratégie. Par rapport à TugBridge, en fait, on a été affecté par le COVID, mais pas nécessairement perdu beaucoup de revenus ou de charges de travail. Parce que dans le fond, avec TugBridge, on a vraiment beaucoup de clients dans des domaines différents. Donc, ça fait en sorte que certains clients ont été affectés négativement. Par exemple, on avait des clients dans l'événementiel pour lesquels les projets ont été mis sur pause, mais on avait d'autres clients dans le domaine médical qui, eux, au contraire, ont augmenté leur demande de développement. Fait qu'on a pu un peu balancer. C'est sûr que ça a demandé un peu un réajustement, mais grosso modo, on s'en est bien tiré avec ça. Puis,
Ouais, je pense que ça clôt ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je vais laisser Alexandre parce que je n'arrive plus à vous voir. Ah bon, Georges. Oui, je voulais savoir, pour protéger ton logiciel, comment tu fais pour éviter qu'on te vole ton code? Comment tu fais? Il y a plein de systèmes qu'on utilise, mais on dit que ce n'est pas toujours sûr. Nous, le code est sur un serveur privé Git. On fait attention avec qui a accès à notre code toujours, là. C'est sûr que les employés ont un processus pour quand il y a quelqu'un qui commence à travailler, qu'on lui donne accès à notre serveur privé. Même chose quand ils s'en vont, on s'assure de lui retirer les accès. Donc, il y a une gestion des accès à tout ce qui est code, serveur assez serré. Là. On ne donne vraiment pas accès à quoi que ce soit tant que personne a besoin d'y avoir accès au final. Après ça, les développeurs ont le code sur leur ordi. C'est sûr qu'ils signent, il y a comme un NDA dans leur contrat d'emploi. Mais après ça, j'ai jamais vraiment eu de mauvais terme. Je pense pas que personne volerait quoi que ce soit. Puis je suis un peu dans le même avis que Jonathan, dans le sens que c'est vraiment l'exécution qui compte, puis pas nécessairement l'idée en tant que telle. Fait que, si quelqu'un volait le code, ça lui prendrait du temps quand même à mettre tout ça en place, à aller chercher les clients, la clientèle qu'on a, etc. Fait que ça se protège un peu tout seul d'une certaine façon. OK. Et dans ton cas particulier, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? C'est de déployer sur le cloud ou bien juste sur un serveur privé? Qu'est-ce qui serait la meilleure option pour toi? Bien, ça dépend des domaines. Moi, je dirais, ça peut être, nous, on était GitHub pendant longtemps sur les GitHub publics. Là. Après ça, si vraiment, serveur privé, c'est toujours plus sécuritaire. Mais ouais, serveur privé, si tu fais vraiment un maximum de sécurité, puis vraiment avec des accès limités, puis monitor de façon serrée les accès. Là, c'est vraiment les gens qui ont accès au code qui est le plus dangereux que se faire hacker en tant que tel. Là. OK, merci. Khalil? J'aurais juste une petite question par rapport au premier client que vous avez au tout début de la compagnie. Comment est-ce que vous avez trouvé les tout premiers contrats? Est-ce que c'était du monde que vous connaissez ou vous êtes allé Ouais, le premier contrat était quand même drôle là, parce que c'était pour un resto. C'était mon Pierre-Étienne, mon collègue, il travaillait au restaurant Zibo, là, la chaîne de resto. Et puis, on voulait vraiment trouver un client. C'est dur, les premiers clients. Puis, ce qu'on a fait, c'est que j'ai développé au complet un menu interactif pour leur restaurant. Puis, Pierre-Étienne est allé le vendre une fois que c'était fini. Il a dit, voici votre produit, voici le prix. Puis, ça a marché, là, mais c'était un long shot un peu, mais ça a marché ce fois-là. Mais après ça, c'était beaucoup notre réseau de contacts. Puis on s'est fait un site web, puis on a commencé à aller dans des événements de réseautage. Puis c'est vraiment du bouche à oreille. Là. Je vous dirais, en tout cas pour nous, pour une compagnie de service, le bouche à oreille, ça a été vraiment la meilleure façon de faire. Puis le référencement aussi. Là, quand tu fais du bon travail pour quelqu'un, souvent il va te référencer à d'autres gens. Merci. Gabriel? Ouais, donc présentement, vous travaillez sur 2 entreprises, donc ThirdBridge puis Offie. Je voulais demander comment est-ce que vous trouvez la balance, en anglais, the balance entre les deux pour être sûr que les deux avancent en même temps. Ouais, c'est sûr que là, au début, avant le COVID, on avait une très belle dynamique. Là. C'était vraiment 2 équipes séparées. Puis si tu étais sur Offie, c'était que Offie. Sur ThirdBridge, c'était que ThirdBridge. Puis tu avais Pierre-Étienne et moi, qu'on est CEO, CTO, qu'on supervisait un peu tout. Là, ce qui est dommage, c'est qu'avec le COVID, on a été un peu obligé de rediriger les gens, l'équipe Offie vers des projets ThirdBridge. Ça, c'est quelque chose qu'on s'était fait dire, puis qui est quand même un peu un piège, là, avec quand tu as déjà une compagnie qui mettons, est plus importante qu'une autre, dès que tu frappes une embûche, ben, tu te retournes vers la compagnie qui est la plus lucrative. Fait que c'est un peu un piège. C'est possiblement que si on avait eu juste Offie, par exemple, au lieu de se dire, OK, on redirige tout le monde vers ThirdBridge, on aurait plus dit, OK, on se pivote plus vite avec Offie, puis on essaie de trouver une autre solution plus rapide. Mais dans ce cas-ci, c'est ça. Mais sinon, avant, c'était vraiment juste séparé, là, 2 équipes carrément, puis les gens qui étaient sur Offie travaillaient que sur Offie. OK, merci. Alors, je regarde le temps, il reste que 18 secondes. Donc, on va attendre pour la prochaine période. Désolée. Théo, je te laisse partager ton écran. Et bonjour à tous. Est-ce que je peux avoir un petit bonjour général pour avoir l'impression de parler à du monde? Bonjour. Bonjour. Yes. Bonjour. Oh my God. C'est Bon, bon. génial. Super. Je m'appelle Théo Corbouliou. Moi, je suis cofondateur de Give a Seat.
nous, on n'a pas vraiment développé de produits complexes ou de technologie. On a mis en place un modèle d'affaires, l'innovation vient de notre modèle d'affaires. Je vais essayer d'aller vite sur ce qui a déjà été dit, puis d'aller plus sur comment nous, on a pivoté notre modèle d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de mission, d'équipe et de système. Donc, le début va peut-être vous sembler un petit peu long, mais je vous promets, je vais retomber sur mes pattes. Donc, c'est ça un petit peu de contexte. J'étais étudiant à HEC Montréal, j'ai fait la spécialité à HEC Montréal en entrepreneuriat et on voulait se lancer en affaires avec un ami qui est toujours mon associé et on n'avait pas vraiment d'idée. Et on avait envie d'avoir un impact social dans notre vie professionnelle. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de ressources qui étaient créées, qui étaient développées, mais il y avait aussi beaucoup de ressources qui n'étaient pas utilisées à sa juste valeur et qui étaient juste perdues. Donc là, nous, on s'est donné un petit peu comme mission de venir utiliser ces ressources disponibles, les remettre dans l'économie et les transformer en impact social positif. Bon, là, ça vous semble vouloir tout et rien dire, mais c'était avec cette motivation-là qu'on s'est lancé en affaires. Et le premier problème qu'on a identifié, c'était les sièges disponibles dans les événements. Il y avait énormément de sièges vides, par exemple à la Coupe Rogers, c'est là qu'on a eu l'idée au tournoi de tennis à Montréal. L'organisation de l'événement fait appel chaque année à plus de 200 bénévoles figurants. C'est des gens des Montréalais, des gens comme vous et moi, qui ont pour le mandat d'aller s'asseoir dans les sièges vides au début du match. Ils sont engagés bénévolement par le tournoi. Donc, quand on s'est rendu compte que le tournoi mettait en place ce procédé-là, on s'est dit, bon, mais il me semble que ça, c'est un bon problème à régler, aider les événements à remplir leurs sièges dernière minute. Donc, j'ai repris une présentation aussi qui date de fort longtemps, mais normalement, ça devrait coller pour les besoins d'aujourd'hui. Allons-y, 8 minutes top chrono. Donc, nous, ce qu'on imagine, c'est que d'acheter un billet d'événement, ça pourrait en même temps vous aider à donner accès à tous les jeunes à un système d'éducation, que d'acheter un billet pour votre prochain match de foot, ça puisse en même temps aider quelqu'un à sortir de la rue. En fait, un monde où on puisse dépenser de l'argent en même temps pour se faire plaisir, mais en même temps participer à une bonne action. C'est avec ça en tête qu'on a développé Give a Seat. Donc, comme je le disais, l'idée est née à la Coupe Rogers. Là, on a remarqué qu'en fait, il y avait énormément de sièges vides. Et cette idée-là, on l'a eue avec Guillaume Campo. Donc, moi, c'est moi à gauche avec beaucoup de cheveux. Puis avec Guillaume, donc à la Coupe Rogers, où on a eu cette idée-là. Puis on a remarqué qu'en fait, il y avait quand même un problème à régler. Et on a mis en place donc la plateforme Give a Seat, où notre promesse, c'est de vendre de bons billets à bon prix pour une bonne cause. Donc, cette volonté-là d'avoir un impact social et de remettre finalement des ressources disponibles, ça s'est d'abord focalisé sur les billets d'événements, où on s'est dit, tous ces billets-là qui sont le siège, il a été créé, la ressource pour produire ce siège a été dépensée, mais pourtant, il n'y a personne assis dedans. Comment on fait pour mettre quelqu'un au moment T, pour mettre quelqu'un dans ce siège-là, puis l'argent qui est créé par la personne qui achèterait le billet serait redonné à un organisme caritatif. Donc, comment ça marche? Give a Seat, on proposera peut-être, on ne propose plus aujourd'hui, en tout cas aux organisateurs d'événements, de faire don de billets invendus quelques jours, semaines avant l'événement. Une fois que nous, on a ces billets-là, on les met en vente sur notre site internet à 50% de rabais. Donc, on prend une ressource qui n'est non utilisée, on la vend en rabais, donc on récupère l'argent, puis on redonnait 80% de ces ventes à un organisme caritatif qui était choisi par l'événement et en son nom. Donc, par exemple, je pense qu'il y a des exemples qui s'en viennent après. Pas encore. Mais on a travaillé depuis, on a lancé le 1er juin 2017. On a travaillé avec, les chiffres ne sont pas vraiment à jour, mais avec tous les événements à Montréal, pas mal. On travaille avec Evenco, donc tous les gros festivals d'Evenco, Juste pour rire, Tennis Canada, Pique-Nique électronique, la Formule 1. On travaille avec beaucoup d'événements qui voient de la valeur là-dedans parce que le taux d'occupation des événements en moyenne est de 70%. Donc, il y a 30% constamment de billets qui sont vendus. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on vient mettre la main. On a généré des beaux dons, comme en travaillant avec Evenco pour je ne sais plus c'était quel événement, mais on a remis un don de 10 000 $ presque au club des petits déjeuners. Donc, ça se transforme en presque 10 000 petits déjeuners de servis. Donc, c'était ça vraiment la mission qu'on voulait avoir, c'était d'aider ces organismes-là à faire une différence, pas la faire à leur place, mais leur donner les moyens de le faire. On a planté des arbres là c'est moi avec Nicolas Cournoyer, le fondateur du Pique-Nique électronique. On vend des billets pour tous les pique-niques électroniques. Et on a été planter des arbres avec des écoles secondaires de Saint-Rémy. On a planté des arbres là-bas. On a remis un don avec le Grand Prix de Formule 1 aux Fondations du Cœur, Fondation du Cancer du Sein cette année-là. L'année d'après, c'était le cancer du cœur. C'est une autre fondation, mais c'est tout le temps l'événement que je choisis la cause. On a soutenu la Maison du Père avec Juste pour rire. Bref, on a remis quelques dons. On travaille avec la Coupe Rogers, c'est rigolo parce que c'est là qu'on a eu l'idée. Mais nous, notre vocation depuis le début, c'était de rassembler des gens qui normalement ne se parlent pas vraiment, des organisateurs d'événements ou des gens qui produisent la ressource
des acheteurs et des organismes caritatifs. Avec ces 3 entités qui normalement sont distinctes, nous on vient créer un cercle où en fait tout le monde est gagnant à rentrer dans le modèle d'affaires de Give a Seat. Je m'en viens au pivot. Puis il y a plus grand billet d'événements qui se vendent en ce moment. Au début, on s'est dit, on va faire une pause. On a aussi un petit peu, comme l'expliquait Nicolas, nous aussi, on développe un SaaS à côté. On développe un logiciel qu'on vend aux grandes entreprises pour les aider à gérer, eux, à l'interne, leurs billets d'événements. Donc, on s'est dit, on va plutôt mettre de l'effort là-dessus. On va laisser un petit peu Give a Seat tranquille pendant la pandémie. Mais finalement, quand on s'est rendu compte que ça allait durer plus longtemps, nous, l'été, c'est quand même un moment où on génère une grande partie de nos ventes avec tous les événements estivaux montréalais. Et quand on a vu que toute la période estivale, en fait, elle allait être condamnée à cause du Covid, on s'est dit qu'on allait essayer quand même de faire un pivot et d'utiliser le système qu'on avait mis en place, de conserver nos valeurs, notre équipe et notre système, et qu'est-ce qu'on pourrait adapter autour de ça. Ce qu'on a développé, c'est un site Internet qui a quand même pas mal de trafic. On a une base, une communauté qui nous suit et qui a envie d'acheter toujours des expériences montréalaises au rabais et qui a aussi à cœur de soutenir un organisme caritatif. On avait envie de continuer de soutenir des organismes caritatifs. Donc, en fait, le problème, c'était juste qu'est-ce qu'on peut vendre à part des billets d'événements? Il n'y en a plus. On est passé par pas mal de programmes d'incubation, accélération, programmes d'accompagnement, je pense à Adopt Inc. Et autres. Donc, on avait un réseau d'entrepreneurs québécois qui avaient créé des produits qui étaient quand même assez larges. Donc, on a écrit à tous nos amis en disant hey, « Est-ce que vous seriez intéressés de donner vos invendus à Give a Seat, que nous, on les vend au rabais quand on donne l'argent à des organismes caritatifs ?» Donc, en fait, ça peut paraître une entreprise complètement différente, mais en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de vendre des billets d'événements, on vend des produits d'entreprises québécoises. Donc ça, c'est un pivot qu'on a mis en place il y a 3 semaines, un mois, le 22 avril, je pense, ça fait presque un mois. Et on a généré déjà des dizaines de milliers de dollars de ventes, donc pas mal de dons. Puis là, la communication est un petit peu différente dans le sens où on a dû revoir quand même quelques parties de notre modèle d'affaires avec Give a Seat. Puis là, je vais super vite. J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'essaie de vous donner beaucoup d'informations rapidement. Avec Give a Seat, on redonnait 80% des ventes aux organismes caritatifs et nous, on gardait 20%. Donc, l'événement ne récupérait rien de l'argent. C'était vraiment un don qui faisait mon siège est vide. Je préfère avoir quelqu'un que de n'avoir personne parce que le vrai pain pour l'événement, c'est de remplir son événement. À un moment donné, le billet n'a plus vraiment de valeur. Mais là, pour les entreprises qui produisent, qui ont des coûts de fabrication d'un produit, il fallait qu'ils récupèrent au moins leurs coûts. Donc là, le modèle d'affaires est un petit peu différent, mais pour chaque achat qui est fait sur Give a Seat aujourd'hui, il y a une trentaine de produits disponibles. C'est 10 $ qui est remis en don. Et c'est l'entreprise qui l'a fait. C'est une part qui est enlevée du profit que normalement elle fait. Donc voilà un petit peu comment on a adapté Give a Seat à Give a Seat produit québécois. Donc ce qui est intéressant, mais qui a été dit pas mal autour du Lean Startup et ce que disait Jonathan au début, c'est qu'au début on s'est juste dit on écrit à 5-6 amis, on voit si ça prend, puis on lance quoi. De générer, de passer à l'action pour voir si, parce que souvent dans la réflexion, c'est beaucoup d'hypothèses et dans l'action, on a des réponses concrètes. Est-ce que les gens vont acheter les produits québécois sur Give a Seat? Oui ou non? La mission reste la même, mais c'est quand même des acheteurs de billets qu'on a dans notre base de données. Donc, on a fait un petit test, on a mis en vente 10-15 produits d'entreprises québécoises et ça a bien marché. Donc, à chaque semaine, on a ajouté des nouveaux produits avec ce branding Give a Seat produit québécois. Puis là, après un mois de test, c'est définitivement quelque chose qu'on va garder même après la pandémie, difficile à dire, dans notre modèle d'affaires. Donc, on va complètement changer le branding la semaine prochaine parce que Give a Seat est quand même très attaché à l'industrie de l'événementiel. Donc là, ça va s'appeler, ça va être un autre nom que je vous invite à nous suivre si vous voulez avoir la réponse. Mercredi, ce sera annoncé. Et donc, c'est vraiment des petites itérations de voir, tiens, on a cette idée-là, en ce moment, on ne vend rien, donc essayons de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire, puis voyons si ça fonctionne. Donc, exactement le cercle qu'a montré Jonathan au début, d'itérer, de tester le résultat, puis de prendre une décision. On va de l'avant. On réitère, on teste les résultats, on va de l'avant. Donc, faire des petits cercles comme ça court. Toujours, mon réveil sonne, ça veut dire que c'est fini. Mais donc, on a gardé notre équipe avec mon cofondateur. On s'entendait super bien, ça marchait bien avec nos employés. On a gardé nos employés, on leur a juste donné d'autres tâches à faire, mais qui étaient quand même assez similaires. La vision, surtout, c'est autour de ça qu'on s'est articulé. Comment on fait pour proposer des expériences qui ne sont plus des événements, mais qui sont des expériences d'achat de produits, de soutenir des entreprises locales, montréalaises, au rabais, c'est toujours vendu moins cher, puis au profit d'un organisme caritatif, c'était ça notre promesse. Et donc autour de ça et autour du système qu'on avait mis en place, comment on fait pour le leverager, pour utiliser quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, c'est mon adresse courriel. Si vous avez des questions après ou qu'on n'a pas le temps de tout couvrir, je vous invite à m'écrire. Super. Merci Théo, c'était très, très bien expliqué. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des mains levées?
Bonjour. Oui, je voulais savoir, généralement, tu vois des entreprises qui disent, bon, on a l'impression parfois, quand on écoute certaines entreprises, c'est comme s'ils font plus ils ne font pas de profit, ils livrent, ils donnent tout aux œuvres charitables. Bon, il faut bien qu'on s'entende, il y a quand même des frais que vous payez pour vos loyers et pour tout. Comment vous jonglez pour arriver à ce taux de 80% que de vos intérêts que vous donnez aux œuvres charitables? Non, tout à fait. Puis nous, on n'est pas une OBNL, on est à but lucratif, on est une entreprise incorporée. On a le symbole B Corp, qui est un regroupement d'entreprises qui s'engage à avoir un impact social et environnemental considérable, mais on est quand même une entreprise for profit. Donc, si on ne fait pas de profit, ben, on n'est pas une entreprise. Donc, tout à fait. Et nous, c'était un marketplace, donc c'est notre modèle d'affaires, on a une place de marché on génère de la demande, on génère de l'offre de la part des événements, de la part d'entreprises québécoises, on vend cette matière-là, puis faut aussi qu'on génère de l'offre, mais nous, on ne crée rien. Donc, dans ce genre de modèle d'affaires, qui sont ceux de Uber, Airbnb un petit peu, de générer de l'offre et de la demande sur une place de marché, nous, on prend 20%. J'ai envie de dire c'est quand même beaucoup, mais c'est Uber prennent 5-6%. Donc, le modèle d'affaires, il est fait en sorte que ben, nous, en tant qu'entreprise, on peut quand même faire de l'argent, mais c'est plutôt nos partenaires, en fait, c'est plutôt dans la mission d'engager nos partenaires à eux ne pas refaire de l'argent avec l'argent des ventes, mais de poser ce geste social que de soutenir les organismes caritatifs. Donc, c'est de trouver une façon dans le modèle d'affaires pour être une entreprise rentable, mais tout en, d'une façon ou d'une autre, avoir cet impact social désiré quand même. Merci. Je fais déjà une question. Donc, je comprends pas exactement. Si les entreprises qui vendent des produits sur votre site ne font pas d'argent, c'est quoi l'intérêt pour eux? Comme je pense à des sites comme le Panier Bleu ou Amazon Québec, où c'est un peu la même idée de soutenir les entreprises québécoises, mais eux, ils vont recevoir de l'argent de ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils y auront avec une plateforme comme le vôtre? Les entreprises reçoivent de l'argent. Ce que je dis, c'est que les événements, avant, quand le modèle d'affaires était 80%, 20%, les événements, c'était vraiment un don. Le Grand Prix de Formule 1, il donnait 500 billets à Give a Seat parce que c'est des billets qui n'étaient pas vendus, donc ils ne voyaient plus de valeur dans ces billets-là. Mais les entreprises, comme elles ont un coût de fabrication, par exemple, les chaussettes Poche et Fils, en fait, les produits qui sont vendus sur Give a Seat, produits québécois, ils sont vendus au cost. Donc, l'entreprise récupère son cost. OK. Donc, elle ne fait pas de profit en plus, mais pour elle, c'est une plateforme marketing. C'est une façon de générer des dons parce que les dons, c'est eux qui les font. Puis, c'est une façon d'accéder à toute notre clientèle et tout notre bassin notre infolettre et notre communauté. Une nouvelle vitrine, puis c'est aussi ils s'associent à un mouvement qui bénéficie à leur image de marque et tout ça. OK. Moi, je me demandais, est-ce que ça serait comme adaptable pour les épiceries, comme pour le gaspillage? Comme est-ce que c'est un modèle d'affaires qui pourrait être implanté pour les épiceries? Je sais que c'est comme… Ben, moi, je sais que j'ai fait mon échange étudiant à Singapour. Puis à Singapour, passé une certaine heure, tous les sushis étaient à un tiers du prix parce que sinon, ils allaient les jeter. Donc, effectivement, en fait, une denrée périssable, elle perd de la valeur dans le temps. Et donc, plus elle se rapproche de la date de péremption, du moment où elle sera plus bonne, ou de la date du spectacle, c'est un spectacle, plus la valeur perçue diminue, en fait. Puis après, c'est toujours… pour répondre à ta question, oui, ce sera un modèle d'affaires qui sera applicable dans plein d'autres cas. Puis c'est pour ça que depuis qu'on a créé cette entreprise-là, on savait que notre marché était plus grand que le marché de l'événementiel. Mais on se focalisait là-dessus. Puis là, la pandémie, c'est en fait une bonne raison pour nous d'explorer ces autres marchés-là qu'on aurait sûrement exploré plus tard parce qu'on voulait scaler géographiquement avec ce même vertical qui était la vente de billets d'événements. Alors que là, maintenant, on va plus aller vers scaler différents verticaux au Québec. Mais c'est ça, ça peut être appliqué à énormément d'industries. Puis peut-être qu'un jour, on travaillera avec IGA pour vendre leurs sushis moins cher au profit d'un organisme caritatif. Alors maintenant, on peut poser des questions à tous les trois, à quelqu'un en spécifique ou une question générale pour générer une discussion. Moi, je trouvais ce qui était intéressant d'écouter vos trois témoignages, en fait, c'est de voir que parfois l'élément déclencheur de votre pivot,
c'est principalement l'externe, donc le marché, la situation actuelle par exemple, mais aussi à l'interne. Donc quand on a vu le cas de Jonathan, son premier pivot, c'était à l'interne au sein de son équipe, deux cofondateurs qui n'ont pas la même vision. Au final, ils font un pivot chacun. Donc ça, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a des similitudes, puis que ça peut être externe ou interne. Est-ce que vous en avez un peu parlé tous chacun, mais est-ce que vous auriez, je dirais, un conseil à donner à la cohorte? Moi, je pense que les meilleurs moi, je suis un immense fan du modèle du Lean Startup et de la philosophie de prendre des décisions par rapport à des vraies réponses qui ont été testées, puis pas des impressions. Mais tu sais, quand il parlait de product market fit, moi, je suis d'accord que c'est tout. Est-ce que les gens vont acheter les produits québécois sur Give a Seat? C'est une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et de l'avoir testé à petite échelle. Puis c'est aussi, moi, ma quote préférée startup ever, c'est Think big, start small, grow fast. Moi, j'aimerais que Give a Seat plus tard, en fait, Give a Seat Produits québécois qui va changer de nom, ce soit dans quelques mois la plateforme de référence au Québec pour acheter les produits d'entreprises québécoises. Ça, c'est le Think Big. C'est quoi? C'est où est-ce que je veux me rendre? Puis ça, c'est ce qui me motive pour Start Small. En 3 jours, on a adapté Give a Seat où on vendait des billets d'événements à on a vendu des chaussettes poche et fils puis des barres à base de farine de grillon. En quelques jours, on a vraiment parti ça tout petit. Puis c'est ça qui est souvent dur à faire quand on est entrepreneur, c'est qu'on a une grande vision, on a envie de changer le monde, mais on n'est pas prêt à faire une première version un petit peu nulle de notre projet. Il y a l'ego qu'embarque où il y a il y a différentes raisons qui nous freinent là-dedans. Puis après, ce qui est important, c'est le grow fast, parce que si on start small mais qu'on stay small, on ne va jamais se rapprocher de la vision. Donc, pour moi, c'est de prendre des actions puis d'itérer rapidement. Le plus rapide sont les petits cercles et petits sont les cercles du Lean Startup, d'essais, feedback, itération. Et plus on est capable de faire des petits cercles rapides, plus on va se rapprocher rapidement de notre vision. C'est ça que je dirais. Donc, passer à l'action. Pour complémenter ça, ce qui est difficile à faire des petits cercles, c'est nous souvent, en fait. C'est notre peur d'avoir l'air fou, de faire des erreurs. Complètement. Il faut if you're not failing, you're not innovative enough. Ça, c'est Elon Musk qui a dit ça. Elon Musk, ces temps-ci, il est moyen, là, mais il a fait des très, très bonnes quotes. Le gars en innovation, il s'y connaît. Puis de ne pas avoir peur de se planter. Un peu la méthode russe. Là. La méthode russe, je pense que les Américains avaient le temps de faire une fusée. Les Russes en avaient le temps d'en faire exploser 20. Ils ne se sont pas rendus en premier sur la Lune parce qu'ils ont manqué de fonds. Mais au final, c'est eux les premiers qui ont été dans l'espace. C'est eux les premiers qui ont fait une sortie dans l'espace. Ils ont fait énormément de victoires. Tester, se planter, recover, faire un post-mortem. C'est la base. Là. C'est la base. Tout à fait. Puis, ça me fait penser à… Parce que nous, on est vraiment là-dedans en ce moment-là. Mercredi, on n'est pas dans l'espace. Bientôt, peut-être. Who knows? Mais on est dans ces petits cercles-là. Puis, mercredi, on annonce une nouvelle image. On va tester une nouvelle technologie. Moi, je suis vraiment partisan d'essayer des trucs puis de voir si ça fonctionne ou pas. Puis, je suis prêt à me planter. Même si, des fois, on a des mentors à acheter qui nous suivent depuis longtemps. Et… on n'a pas envie de décevoir le monde, puis on n'a pas envie d'être fou, hein, exactement comme tu disais, Jonathan. On n'a pas envie de fail. Mais là, on va tester une technologie qui s'appelle LiveScale, qui permet de faire des lives puis de vendre en même temps des produits pendant le live. Donc là, imagine, on se parle, puis en bas, il y aurait des produits. Vous pourriez acheter pendant que je vous parle là, de mes produits, vous pourriez les acheter en même temps. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment encore été testé. Puis moi, c'est des gens que j'avais vu aller un petit peu, puis j'ai fait, OK, on essaye ça. Je pense que ça peut être un avantage différenciateur par rapport aux plateformes qui ont été citées précédemment et que ça vaut la peine de nous positionner avec cet outil-là, mais en même temps, c'est un risque. Imaginons que tout le monde se connecte puis qu'il ne se passe rien, que ça plante ou qu'il n'y a rien qui marche. Bon, c'est peut-être que ma fusée russe va exploser. On verra mercredi soir. J'ai aussi un entrepreneur qui m'a déjà dit si tu fais ton plan d'affaires puis ton plan d'affaires te dit que c'est une bonne idée, c'est sûrement que ton plan d'affaires n'est pas bon. C'est toujours risqué. C'est une start-up. Là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Tu ne sais pas c'est quoi dans le futur. C'est comme tu prends un risque. Là. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de prendre un risque. Puis si tout est layout devant toi, si tu as un chemin devant toi que tu as juste à suivre, c'est que tu es 10 ans en retard. Donc, quelque chose qui trottine toujours dans la tête de ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat,
c'est le problème des financements. Vous avez lancé vos startups et tout. Est-ce que vous avez eu tous les fonds au départ? Vous avez postulé quelque part pour avoir des fonds supplémentaires, je suppose? Ben, à date, je pense que j'ai levé 2 millions en tout à travers mes différentes startups. Le financement, je ne sais pas pourquoi, en fait, d'ailleurs, au Québec, on a toujours une fierté de dire qu'on a bootstrappé nos revenus puis qu'on n'est pas allé chercher de financement puis que c'est... Je l'entends souvent au Québec, alors qu'aux États-Unis, c'est genre, tu dis ça, c'est comme, non, la fierté, c'est d'être allé chercher 10 millions de dollars en financement. C'est ça, la fierté. Moi, je suis allé chercher des centaines de milliers de dollars avec une image Paint que j'avais faite à la main dans un ordinateur. Puis j'ai dit, regardez, c'est ça mon concept, c'est ça que je m'en vais faire. Est-ce que vous trouverez ça cool? Oui, go, investissez. Le Friends and Family, en premier. Si tu n'es pas capable de vendre ton concept à ta famille ou à tes amis parce que tu as peur de te planter, c'est à cause que tu n'y crois pas assez. C'est comme, si tu as peur, si tu penses que ta famille ne devrait pas investir dans ta compagnie, pose-toi des sérieuses questions. Parce qu'en théorie, tu devrais leur donner. C'est une opportunité que tu leur donnes. Ensuite, une fois que tu crées un momentum, tu accumules des preuves. Puis plus tu accumules des preuves, plus tu vaux quelque chose, que ton idée va fonctionner, plus tu vas avoir des organismes ou des financiers qui sont, tu sais, mettons la BDC, c'est ça leur vision, là, c'est de financer des startups à haut risque pour créer ce tissu de startups à travers le Canada. Les organismes qui existent pour ça, voler, puis pitch, puis c'est pour ça qu'il faut accumuler les preuves le plus rapidement possible, puis il faut le plus rapidement possible, parce que c'est ces données tangibles que tu vas pouvoir prendre aux gens, puis c'est ça qui va te faire financer. OK, super. Mais c'est aussi possible, puis toi aussi, je pense que c'est comme ça que tu as fait un petit peu, Nicolas. Là, nous, on a commencé, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Jonathan, complètement. Là, j'ai côtoyé Real Ventures l'année dernière beaucoup, où j'étais impliqué avec Founder Fuel, et donc j'ai suivi pas mal de startups là-dedans. Mais c'est aussi possible moi, je pense que faut pas non plus voir l'argent comme un frein. L'argent, pour moi, c'est du gaz qui te permet d'aller plus ou moins vite. Tu peux toujours commencer avec Si tu peux pas commencer aujourd'hui ta startup, c'est que tu n'as pas trouvé le bon MVP. Tu peux trouver une première version, une toute petite version de ton produit que tu peux faire gratuitement. Soit en créant un groupe Facebook et commencer à générer, comme disait Jonathan, de l'attraction, des preuves, plein de petites preuves qui te permettent de grossir ton idée, de grossir un momentum. Puis après ça, une fois que si tu dis hey, je veux faire X et que les gens te dire ça ne va jamais, ça ne marchera pas, j'investis pas. Là, tu dis hey, je veux faire X, j'ai un groupe avec 150 personnes sur Facebook qui seraient prêts à dépenser X pour ça. Là, les gens vont faire comme OK, ça c'est intéressant. Parce que tout le monde dit une idée, c'est bon ou mauvais. Chacun peut avoir son idée, mais dès que tu as des preuves avec des chiffres, là, il n'y a plus de place à la discussion. Donc, pour moi, l'argent, c'est ça, c'est du gaz, c'est un accélérateur, mais c'est possible de lancer une entreprise sans argent. Il y a trop d'entrepreneurs qui me disent « Ah, j'ai pas assez d'argent pour lancer une business. » Moi, je n'ai pas mis beaucoup d'argent au début dans GiveAssist. Un des meilleurs conseils de Lean B2B, c'est de garder votre job. Ça, c'est vrai, là. Don't run enough money. Pendant 1 an et demi, j'ai eu 2 jobs. J'avais mon double temps plein. Je faisais de 7 heures à 3h30 à un job normal de bureau. Je faisais une sieste. Je partais à 5 heures. J'avais 6 stagiaires qui débarquaient chez nous, puis je travaillais jusqu'à 11 heures le soir. Je ne vous le recommande pas. Ça m'a pris des années m'en recover, là, ma santé mentale. Mais quand même, avoir un job à temps plein, d'avoir de l'argent pour vous aider en développant un logiciel ou en développer votre concept, c'est une bonne solution de commencer quand même. Juste ne pas faire un double temps plein. Mettez moins d'heures sur votre plan startup. Ou de te faire payer par tes clients, comme tu as fait, Nicolas, de faire du service puis de transformer ces services-là en product. Exact. Nous, ça a été dans le fond, ça a été bootstrap à 100% pour ThirdBridge. Puis après ça, avec les profits qu'on a générés avec ThirdBridge, on a financé Offie. Mais c'est sûr que ça aurait été pas mal plus rapide d'aller chercher du financement, surtout pour Offie, parce que les profits de ThirdBridge, c'est une chose, mais c'est pas assez d'argent pour financer un gros projet comme ça dans la vision qu'on a. Donc, c'est sûr que ça aurait un peu explosé. Puis nous, on est super... on voulait vraiment être sûr d'avoir notre financement, fait qu'on est déjà en train d'aller chercher beaucoup de revenus avec Offie pour pouvoir intéresser des investisseurs. Mais c'est pas la façon la plus rapide de faire les choses. Merci énormément, Jonathan, Nicolas, Théo. C'était vraiment très riche.